Corentin Lelièvre, directeur de FAIS, Émilie Rondet, coordinatrice des écoles de la batterie, et Erwan Coatenea, président de l'école de production métallique Valais Sodistra. 3 écoles, 3 formations, et c'est des formations essentielles justement en territoire pour être plus proche de ce dont on vient de parler, ce côté écosystème d'un territoire, les écoles, le foncier, les transports. Bonjour à tous les 3. Quand on entend le débat précédent, en disant que justement il faut encourager cet écosystème pour faire rayonner cette industrie française qui est en pleine renaissance, qu'est-ce que ça vous inspire? Peut-être vous, Émilie? Ça m'inspire effectivement qu'il y a des filières aujourd'hui, notamment professionnelles, qui sont délaissées, qui sont très peu remplies. Et il faut attirer, donner envie, peut-être aussi changer la manière dont on travaille, j'en sais rien, dans les industries, pour pouvoir les attirer, donner du sens aussi à la formation et ce que ça va donner. Mais comment on donne du sens? Il y a une pénurie de main-d'œuvre, je veux dire, elle est générale, les chiffres sont là. Comment est-ce qu'on agit là-dessus? Peut-être vous, Corentin? Alors, nous, côté FAIS, l'action elle a été très concrète en matière d'attractivité et de formation, puisque finalement, on a 4 industriels fondateurs, que sont EDF, Orano, Naval Group et CMN, donc Construction Mécanique de Normandie, qui se sont associés avec les institutionnels, avec les collectivités, avec les partenaires de la formation, que sont l'Institut de soudure, le Greta, les pôles formation UMM, pour effectivement donner du sens et créer une école par des industriels, à destination des industriels, pour vraiment donner du sens et être accélérateur de compétences au niveau des filières. Erwan, même constat? Bonjour à tous. Le constat, c'est que quand on a des problématiques de recrutement, le meilleur moyen d'avoir une solution, c'est de le faire soi-même. Ça veut dire qu'on s'est regroupé à plusieurs industriels en identifiant le besoin, en faisant le tour des potentiels besoins d'embauche sur une période de 10 ans, et on a monté cette école à plusieurs industriels en territoire pour cette raison-là. C'est-à-dire de dire, on a du mal à trouver les gens qu'il faut. Il y a des jeunes qui ont envie d'apprendre. On a mélangé tout ça au sein d'une école de production, en suivant un modèle qui existe ailleurs pour financer. Mais moi, je pars du principe que si on éloigne la solution de celui qui a le problème, la solution donnée, elle tombe à côté du besoin. Et donc, quand on fait soi-même la prise en compte de son problème et qu'on trouve la solution, c'est plus rapide et plus efficace. Mais alors, quelle est la problématique? Parce que finalement, les entreprises viennent vous voir. Encore aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles vous disent? Aujourd'hui, on parle beaucoup de problématiques de recrutement. Bien souvent, le problème n'est pas vraiment de recruter, le problème est d'intégrer ou de garder un salarié. C'est-à-dire que je pense que recruter, c'est pas compliqué, mais c'est beaucoup plus dur de garder la personne. Et quand on forme des gens, on forme des jeunes, on forme nous-mêmes les gens qui arrivent dans les entreprises sont des gens qui savent faire, qui ont appris à apprendre, qui ont retrouvé de la fierté de faire, puisque sur une école de production, bien souvent, on parle beaucoup d'écoles pour des décrocheurs. Nous, ce qu'on voit chez ces jeunes, ce sont des jeunes potentiellement raccrocheurs, des gens qui sont derrière le peloton, devant la voiture balai, qui sont sortis du système scolaire, bien souvent, et que là, on remet sur la route, on remet sur le vélo, on remet dans le peloton, on remet devant le peloton, on remet dans l'échappée, et on met à disposition des entreprises une personne formée sur les dernières technologies possibles et imaginables, qui du coup va très très bien s'intégrer. Donc il y a un taux de transfo du recrutement qui est énorme, puisque la personne sait faire aussi bien que les choses. Il ne reste plus qu'à découvrir un nouvel environnement, des nouveaux salariés, des nouveaux collègues. Et donc, ça simplifie l'intégration. Donc, quand on simplifie l'intégration, on simplifie le recrutement. En tout cas, c'est bien dit. Mais justement, comment, moi, jeune, diplômé ou pas, pourquoi j'irais choisir une région plutôt qu'une autre, un territoire plutôt qu'un autre? Émilie, Corentin ou Erwan? Corentin? Et effectivement, pourquoi choisir un territoire? Parce que derrière, il y a un vrai terreau d'expertise dans les territoires. Et notamment, nous, sur notre région, qui est la Normandie, on a une vraie terre d'expertise qui gravite autour du nucléaire et du naval. Et donc, effectivement, attirer des jeunes dans ces filières, les embarquer, leur donner du sens pour effectivement leur proposer une carrière dans ces métiers industriels et leur expliquer que c'est un métier d'avenir, que c'est un métier dans lequel on peut faire carrière, sur lequel on a des vrais déficits de main-d'œuvre, que la reconversion professionnelle, c'est possible, et que évidemment cette terre d'expertise, c'est ce qui fait effectivement la richesse des territoires. Et c'est aussi pour ça que derrière, c'est des vrais projets de collectivité qui gravitent avec des industriels, des institutionnels, des partenaires de la formation, et que c'est parce que on est tous unis autour d'un projet qui est effectivement d'embarquer ces futurs recrues de demain, qu'effectivement, et comme le disait Erwan aussi, on va réussir à les capter et les conserver dans l'entreprise demain. Oui, donc ce n'est pas simplement une formation, c'est tout un écosystème, Émilie. Oui, effectivement, sur la notion du territoire. Donc nous, on est plutôt implanté sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, et aussi on fait le lien dans les Hauts-de-France. C'est là où s'installent finalement les acteurs majeurs de la batterie
et des gigafactories. Et il y a tout un sujet aussi d'aller dans les collèges et les lycées et de faire connaître justement quelles sont les entreprises qui sont à proximité. Parce que très souvent, en dehors finalement des parents, de la famille, on ne connaît pas forcément le tissu, notamment industriel, et des entreprises qui sont autour de nous. Donc, dans le cadre de l'école, et je ne sais pas si c'est le cas chez vous, on a tout un sujet d'attractivité. Donc, nous, on développe des outils pédagogiques, des jeux. On a notamment été dans des lycées professionnels de l'automobile, enfin plein de sujets pour jouer avec eux, leur présenter, vulgariser, expliquer à quoi ça sert une batterie. Il y a voilà, tout ça aussi qui est à faire pour déjà, avant de vendre l'entreprise et les entreprises, c'est aussi faire comprendre ce qui se passe autour de chez eux. Erwan ? Vous savez, je pense que nous, on est en Mayenne, donc en termes d'attractivité, il n'y a pas de problème, puisque les gens se battent pour venir. Mais déjà, avant de chercher à attirer des gens, il faut donner l'idée ou l'envie aux gens qui sont déjà là de ne pas les chercher ailleurs. Donc ça veut dire que si on leur fait découvrir nos entreprises, comme tu le dis, on leur fait découvrir des savoir-faire, qu'on tient compte de ce qu'on a déjà sur place, au moins qu'on leur donne l'opportunité de regarder s'il faut rester, on gagne vachement de temps. Quand on commence à dire à quelqu'un, il faut que tu viennes, que tu déménages, que tu emmènes ta famille, que tu quittes ta famille, que tu viennes, on met des obstacles en plus. Aujourd'hui, dans beaucoup de cas, on a des jeunes qui reviennent, des jeunes qui décident de rester, de s'implanter. Donc la première des victoires, c'est de dire à quelqu'un, j'ai envie de rester, j'ai trouvé ce que je veux pour 5-10 ans, parce qu'aujourd'hui, on a aussi cette envie de bouger. Donc déjà, formons les gens qui sont déjà sur place, et déjà, on va mettre en route la machine et faire avancer les choses. Qu'est-ce qu'on leur dit aux gens qui sont sur place? Qu'est-ce que vous leur garantissez? Une embauche directement parce que vous travaillez main dans la main avec les industriels? Pourquoi on se formerait aujourd'hui concrètement? Corentin? Évidemment, le nerf de la guerre, c'est ce que cherche un jeune aujourd'hui, c'est un contrat de travail. Et c'est effectivement une promesse d'embauche. Et donc évidemment, le fait d'avoir des partenaires industriels qui gravitent derrière nos écoles, effectivement, est vecteur d'attractivité et vecteur d'emploi, puisqu'aujourd'hui, on a un taux de transformation de proche de 95% en termes d'employabilité post-formation. Donc évidemment, c'est une attractivité évidemment extrêmement forte. Le deuxième message, c'est évidemment de faire briller les yeux de nos jeunes, de redorer l'image de nos métiers. Le soudage pâtit d'une image assez obsolète, assez néfaste, l'image un peu noire, germinale et autres, et qu'il faut dépoussiérer cette image-là, et qu'effectivement, en allant dans les collèges, dans les lycées, en travaillant cette attractivité, effectivement, on attire aussi nos jeunes. Évidemment, on leur expliquait que c'est un métier dans lequel on peut évoluer, dans lequel on peut faire carrière. Donc ça, effectivement, c'est tous les éléments de langage qu'on peut effectivement tenir vis-à-vis des publics cibles de nos écoles pour effectivement leur donner envie de rester sur nos territoires et puis de les accompagner en matière de formation. On a l'impression qu'au-delà de ça, alors je ne sais pas moi, en Mayenne ou dans les Hauts-de-France, on a l'impression, ou en Normandie, qu'en plus d'une embauche, on leur donne un luxe qui n'existe pas partout ailleurs, c'est le choix. Ils peuvent choisir leur entreprise. C'est le cas encore plus, j'ai envie de dire, aujourd'hui. Vous y travaillez, Émilie? Oui, si je prends par exemple le cadre des Hauts-de-France, où il y a 4 notamment gigafactories, donc des fabricants de cellules, de batteries qui vont s'installer. Et si je prends en particulier le Dunkerquois, où il y a plein d'autres choses qui vont se créer, c'est plus de 16 000 emplois qui vont se créer d'ici 2030. Donc oui, il y a le choix, et on va dire que la crainte, elle est surtout du côté des industriels de trouver assez de personnes pour pouvoir intégrer justement les entreprises. Donc c'est vraiment, le stress est vraiment du côté aujourd'hui, je dirais plutôt des industriels, que selon moi du côté des personnes qui vont aller se former et qui de toute façon, j'en sais rien sur les métiers de technicien de maintenance, dans toutes les industries on en a besoin, donc oui, le choix va être hyper large. Erwan? Aujourd'hui, je pense que le premier livrable qu'on donne aux jeunes, parce que quand on avait lancé la French Fab en 2017, c'était qu'on s'était rendu compte qu'il y avait cette problématique de fierté, il n'y avait plus de fierté d'aller dans l'industrie. Mais aujourd'hui, les jeunes qu'on accueille dans les écoles de production, la première des choses, c'est leur donner envie d'être fiers d'eux-mêmes, d'avoir envie. Parce qu'aujourd'hui, on a souvent des jeunes démobilisés qui n'ont plus envie de rien faire et qui manquent de confiance. Et quand on n'a pas confiance, on ne se lance pas, on ne prend pas de risque. Donc déjà, la première des choses, on leur redonne confiance en eux-mêmes, on leur donne l'envie d'apprendre, parce que c'est un premier étage. Ils ont vécu dans le système scolaire un mode d'enseignement qui ne leur allait pas. C'est-à-dire que ce n'est pas des gens qui n'ont pas de compétences ou qui ont une problématique, c'est uniquement une non-adaptation à un système. Donc on les remet dans un atelier, ils font des vrais produits pour des vrais clients avec un vrai délai, avec un vrai niveau de qualité. Et quand ils livrent un client, ils sont déjà fiers. Donc ça, c'est le premier livrable.
Une fois qu'il est fier, il a envie d'aller plus loin, d'apprendre, il fait des stages. Et aujourd'hui, 100% des jeunes qu'on a dans les écoles, en gros aujourd'hui, c'est pas une prise d'otage pour qu'il y ait dans nos entreprises. L'objectif qu'on a, c'est qu'un jeune, encore une fois, qui était devant la voiture balai, puisse aller faire un bac+5 dans les territoires d'industrie. C'est un peu cet objectif et qu'il alimente. Alors Nicolas Dufour dit souvent ça, allons enfants de l'industrie, c'est un peu ça. Donc s'ils ont envie d'apprendre, envie de comprendre, envie de s'intégrer, ils vont donner du carburant à tout ça. Et c'est ça le premier livrable. Une fois moi, on préfère embaucher des gens qui ont envie d'apprendre plutôt que des gens qui pensent savoir. Ça va beaucoup plus vite. Et c'est aussi vous qui redonnez cette envie dans les écoles de formation, non? Exactement, et c'est parce que à travers notre ADN, on va aussi leur donner cette fibre industrielle qui vont effectivement pouvoir s'intégrer au moule de l'entreprise derrière et les reconnecter effectivement à cette culture industrielle qui effectivement permettra à l'employeur aussi d'être dans une démarche gagnant-gagnant par rapport à ça. Ouais. Une fois qu'ils ont fait tout ce travail, forcément, ça réduit aussi le taux de chômage en région. Donc vous travaillez aussi, j'imagine, avec les acteurs publics. C'est toute une équipe, j'imagine, non? Émilie? Ouais, alors par exemple, moi je prends vraiment là pour le coup une casquette par exemple d'industriel comme celle de Vercors dont je fais partie, qui fabrique donc des cellules. On est effectivement accompagné par la région qui met tout en œuvre, notamment sur les sujets de formation, pour coordonner les acteurs de la formation et pour faire en sorte qu'on puisse, utiliser tout ce qui a été développé aujourd'hui sur un territoire et par les acteurs publics pour faire en sorte, soit d'amener des demandeurs d'emploi à un premier emploi et une reconversion chez nous, travailler avec les lycées, le lycée professionnel pour venir faire des présentations, pour venir parler de l'entreprise. C'est vraiment, oui, un écosystème et un réseau qui s'active très fort et dont on a besoin si on veut y arriver. Les écoles de formation peuvent aller en entreprise, c'est pas que les entreprises qui viennent dans les écoles, elles peuvent aller toucher, visiter. Oui, parce que je dirais qu'aujourd'hui, quand on s'implique sur un territoire, il ne faut pas le faire pour soi-même. Je dirais que moi, je pars du principe que si on forme des jeunes pour d'autres, j'espère que d'autres ailleurs forment des jeunes pour moi. C'est-à-dire que si on n'est pas sur cette logique de collectif et qu'on regarde les choses, rapidement, ça s'amenuise, ça s'éteint. Alors que si on est à injecter de l'énergie sur les territoires, je peux former des jeunes qui vont aller travailler sur l'usine Vercors. Ce serait ça. C'est-à-dire que si on réussit à créer de l'envie et du mouvement, on va faire bouger les choses. Mais si on reste autour de notre petit clocher local, ça ne marchera pas. Pour autant, c'est autour du petit clocher local qu'on commence à remettre en route la machine. Donc, les personnes formées vont en stage, vont en alternance, peuvent aller ailleurs, reprennent un bac pro pour retourner des études. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrat ou d'engagement en disant « nous t'avons formé, donc tu nous dois 5 ans, tu nous dois 10 ans ». On n'est pas loin 100 fois à Polytechnique, on leur apprend plusieurs techniques, c'est complètement différent. Et aujourd'hui, je pense que si on impose à un jeune de dire tu vas aller là, tu vas rester 5 ans, il ne va même pas y aller. Donc le lien avec les acteurs publics, il est majeur, puisque quand on monte un projet comme celui-là, c'est un peu long, un peu compliqué, mais quand on croise le regard des gamins ou le regard des parents, voire des grands-parents, parce que ce qui est curieux, c'est que c'est bien souvent les grands-parents qui viennent avec le vélo d'un côté et le jeune de l'autre. Et si on a un écho au sein du territoire, on donne confiance aux grands-parents, on donne confiance aux enfants. Et oui, non, ils peuvent aller partout. Et au contraire, il faut qu'ils aillent ailleurs. Parce qu'idéalement, on forme un jeune chez nous, il va aller apprendre d'autres techniques et revenir avec. Ça veut dire que le Tour de France ou le compagnon du Tour de France, c'était un truc qui marchait bien. On serait peut-être s'inspirer de ce qui s'est fait avant. Bien souvent, on est tourné vers le futur. Mais si on veut parler du futur dans l'industrie, il faut regarder ce qui s'est passé avant. Il y avait des bonnes idées quand même. Vous avez un exemple, tous les trois, l'exemple qui vous a le plus touché dans vos centres de formation, qu'on pourrait partager ici, d'un parcours atypique? Je pense que le nombre de parcours atypiques qu'on côtoie, ils sont multiples. Effectivement, oui. On a effectivement des reconversions professionnelles qui sont magnifiques. Et aujourd'hui, j'en aurais plusieurs en tête. Aujourd'hui, on a des anciennes infirmières qui sont devenues soudeuses. On a aujourd'hui un tailleur de pierre qui est devenu soudeur. On a évidemment des profils complètement atypiques qu'on ne s'attend pas à voir effectivement au sein de nos écoles, rentrer dans l'industrie même, puisqu'on est des fois sur des métiers complètement éloignés de l'industrie et qui viennent effectivement aujourd'hui chercher un métier manuel. Et effectivement, et le maillage
du territoire avec les collectivités, il est prépondérant avec les acteurs de l'emploi. Et je citerai notamment l'action qu'on a montée avec la région Normandie, où on a un engagement pour financer 40 parcours en reconversion par an, donc c'est colossal. Et puis évidemment ce rayonnement national, parce qu'effectivement c'est cette vocation nationale de faire déplacer des jeunes à Cherbourg pour leur apprendre le métier du soudage et qui repartent dans leur région pour effectivement être au service de leur région, pour effectivement valoriser ce milieu industriel. Il est prépondérant, donc les exemples, ils sont multiples et riches, et c'est à chaque fois effectivement un honneur que de voir effectivement nos jeunes quitter l'école après 8 ou 10 mois de formation pour rentrer dans cette industrie et fiers de porter ces couleurs-là. L'infirmière qui devient soudeuse, j'en avais jamais entendu parler, mais c'est génial. Bel exemple. Émilie, Erwan? Oui, nous, récemment, donc, on a accompagné une personne qui était demandeur d'emploi et qui est aujourd'hui dans les équipes de chez Vercors dans l'industrie. Donc elle a suivi une MRS, donc une méthode de recrutement par simulation qui est développée par France Travail. En fait, on est recruté surtout sur ses aptitudes que sur son CV. Et donc, on ne savait pas du tout quel était son parcours quand elle a rejoint la formation et ensuite quand elle a rejoint les équipes. Et en fait, elle a fait plein de choses. Elle était notamment sauveteur secouriste. Puis après, elle s'est blessée au dos, donc incapacité de retourner sur des skis et d'assumer son métier. Après, la vie est passée, elle a eu des enfants, il y a eu une situation compliquée. Et là, 54 ans, elle se relance et elle souhaitait du coup rejoindre Vercors dans l'industrie. Et donc voilà, on se dit ça peut être aussi un profil hyper pertinent dans les équipes HSE, donc hygiène, santé, sécurité, avec un savoir-faire et un savoir-être sur ces sujets qui peuvent être intéressants. Donc là, elle démarre au poste d'opératrice de production et on verra après ce que ça donne. Il y a aussi tout l'accompagnement après en interne à faire. Je vais venir à vous, Erwan. Juste petite remarque, tous les deux, vous m'avez pris un exemple de femme. Donc c'est aussi un secteur qui se féminise, en plus de se rajeunir ou avoir des profils atypiques rapidement. Oui, c'est aujourd'hui, il y a une vraie féminisation du métier. Pour donner quelques chiffres, nous, on a démarré dans la formation professionnelle en 2016 et on avait 100% des publics qui étaient masculins. Et aujourd'hui, on est fiers de le dire, il y a plus de 30% des effectifs en formation qui sont féminins. Donc oui, effectivement, on a une vraie féminisation et c'est vraiment gratifiant sur le sujet. Il faut qu'on soit meilleur. Nous, c'est une toute jeune industrie, hein, ça démarre tout juste. Les usines ne sont pas encore toutes construites. Mais je sais qu'en Asie, dans les gigafactories, il y a énormément de femmes, parce qu'il y a plein de choses qui nécessitent, on dirait, peut-être un savoir-être particulier, même si je ne veux pas genrer les qualités des gens. Donc on espère que ce sera le cas. Erwan, et un commentaire sur les femmes et une jolie anecdote. Je vais mélanger les deux du coup. Il y a eu une intervention de jeunes qui était d'une autre école de production, qui était dans le nord de la France. Et c'était une jeune femme qui expliquait, donc les cheveux courts, et elle disait, est-ce que vous considérez vraiment que maintenant que je suis soudeuse, je ne peux pas être une femme? Donc elle dit, j'ai des boucles d'oreilles, je suis maquillée, je soude comme ça. Donc ça s'est terminé par une ovation dans la salle en démontrant que, 1, on pouvait faire des métiers manuels quand on était une femme, 2, bosser dans l'industrie quand on était une femme, et 3, en restant une femme, en étant fière. Et donc ça a touché le public. Donc il y a plein d'histoires comme ça. Et moi, la première idée qui me venait, c'est un jeune, 17 ans, ça faisait 10 ans qu'il n'était plus à l'école. 10 ans. Pendant 7 ans, il errait de foyer en foyer, envie de rien faire. Il est venu dans l'école de production et il y a 1 an, il a démissionné. Donc on m'a dit, tu vois, ton truc, ça ne marche pas. Non, il a retrouvé de l'envie de faire quelque chose. Quitte à ce que ce soit pas ce à quoi on l'avait destiné, mais et la dernière fois que je l'ai croisé, c'était la semaine dernière, il est venu me dire merci. C'est-à-dire qu'il n'est pas soudeur, il ne sera pas dans une de nos boîtes industrielles, mais il a retrouvé l'envie, ça faisait 17 ans qu'il n'en avait aucune, à 18 ans, il en a trouvé une. Donc ça, je pense que c'est déjà une victoire, parce qu'on a aussi un rôle à jouer sur nos territoires, nos environnements, pas uniquement d'amener des jeunes chez nous, mais en tout cas de remettre les jeunes sur la route, et que la route sur laquelle on les met devienne la leur. Et c'est ça la vraie victoire, à mon avis. Et il est resté en Mayenne ? Je crois qu'il veut s'engager dans les forces spéciales, donc a priori, avec l'activité politique extérieure, il devrait pas mal voyager, je pense. Wow. Très beau parcours. Et ce parcours de jeune femme dont vous parliez, c'est justement ce qu'a cité Nicolas Dufourcq aussi hier, comme quoi elle a marqué. Il était présent. Voilà, il a été aussi subjugué par ce témoignage. Merci à tous les trois. Peut-être un mot de la fin, juste pour s'adresser aux jeunes qui sont dans la salle, venir vous parler, venir vous rejoindre, venir discuter, vous poser des questions. Rapidement, Corentin, Émilie, Erwan.
Petit propos conclusif, effectivement. Je pense qu'il y a de la place pour les jeunes dans nos industries. Effectivement, on a effectivement à leur disposition pour parler du métier, pour leur promouvoir le métier. Et on est évidemment à disposition sur Global pour effectivement aller à votre rencontre et vous écouter. Émilie, on vient vous voir, on vous pose des questions? Oui, carrément. Et aux jeunes, et pas que. Hein. Et pas que. C'est pour tout le monde. Pour tout le monde, tout âge. Erwan? Je dirais une seule chose, c'est qu'on ne fait pas tout ça pour les jeunes. Je dirais aux jeunes que tout ça, c'est à eux. Donc prenez tout ça, faites-en ce que vous voulez. Il y a plein de choses à faire et on compte sur vous parce que nous, on va avoir besoin que des jeunes comme vous viennent prendre le relais parce qu'au bout d'un moment, on va avoir envie de faire autre chose. Donc bienvenue à vous et faites ce qu'il faut. Erwan, Émilie, Corentin, on peut les applaudir. Merci beaucoup.